Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Comme on arrive fin 2019, on arrive en fin de décennie et j'avais envie de vous faire un classement des 10 meilleurs films des années 2010 en matière d'horreur. Donc je compte de janvier 2010 jusqu'à décembre 2019, sachant qu'on est novembre 2019 et qu'il n'y a rien de spécial qui est annoncé pour le mois et demi restant de l'année. Donc pour moi le classement est clos. J'espère que ça vous plaira. Vous savez qu'un top c'est totalement subjectif. Là je l'ai fait par rapport à mes goûts personnels mais également par rapport aux notes qui avaient été données à ces films là sur des sites comme par exemple Rotten Tomatoes. Voilà, j'ai récolté un petit peu des informations, les notes un petit peu à droite à gauche. J'ai combiné ça avec mes goûts forcément. J'allais pas vous faire un top avec des films que j'aime pas du tout. Donc voilà, il y a des films que j'ai remontés, il y a des films que j'ai descendus, il y en a que j'ai enlevés, il y en a que j'ai ajoutés. Mais pour moi ça donne un bon aperçu voilà, de ces 10 ans d'horreur. Je trouve que ça met un petit peu en avant une nouvelle vague de films d'horreur qu'on a eu récemment. En 10e position, une femme, et en plus une femme francophone, c'est Grave de Julia Ducournau qui est sortie en 2017. C'est l'histoire de Justine qui rentre en école vétérinaire. Elle est issue d'une famille végétarienne pure et dure. Et suite à un bizutage un petit peu abusif dans son école de vétérinaire, elle va se découvrir un goût assez prononcé pour la viande, et en particulier pour la viande humaine. Grave, c'est un film qui parle de cannibalisme, mais pas que. C'est un film qui parle de cannibalisme, mais pas de façon grand guignol ou grotesque ni rien. Ça parle de ce sujet-là de façon assez réaliste de comment une personne lambda, une personne normale qui se découvrirait être cannibale, comment elle le gérerait. Est-ce qu'elle serait du coup hyper obligée de le cacher? Est-ce qu'elle pourrait le dévoiler à certaines personnes? Comment son entourage il pourrait percevoir cette espèce d'attrait un petit peu bizarre? C'est un film hyper complexe qui va aussi, par métaphore, parler de la sexualité féminine, de la découverte de sa sexualité, etc. C'est un film qui est hyper intéressant, qui est assez choc, j'ai envie de dire. Il y a des scènes qui sont quand même assez marquantes. C'est un film qui a un très très beau visuel. Julia Ducournau, elle a un sens de l'esthétisme, je trouve quand même, qui est assez particulier et qui offre des séquences vraiment très très belles, assez oniriques. En 9e position, j'ai mis Midsommar de Ari Aster qui est sorti donc en 2019. Pour moi, ça fait partie des meilleurs films de 2019, tout genre confondu de toute façon. C'est l'histoire de Dani qui, suite à un drame familial, décide de partir en voyage en Suède avec son petit ami Christian et quelques-uns de leurs amis pour découvrir les rituels donc du solstice d'été, le Midsommar. Et ils vont arriver dans une communauté très ancienne qui a des rituels païens assez sanglants, assez bizarres. Et Dani va se découvrir un nouvel attrait, une nouvelle famille entre guillemets. J'ai fait une critique lors de la sortie du film que je vous mettrai en haut à droite sur votre écran. Je vous invite à aller la voir. Midsommar, c'est un film d'horreur parce qu'il offre des séquences horribles, horriblement gore, horriblement choquantes. Mais c'est aussi un drame, c'est un drame horrifique qui va parler du deuil, qui va parler de la famille, qui va parler de la rupture, du couple, de comment on peut se réinventer en tant qu'individu propre à soi-même. C'est une réflexion assez intéressante, je trouve. Et pour moi, c'est vraiment un film qui restera très longtemps dans les mémoires, en tout cas. Je pense que c'est le genre de film dont on parlera encore dans très très longtemps. En 8e position, j'ai mis La cabane dans les bois, réalisé par Drew Goddard et scénarisé par Joss Whedon, qui est sorti en 2012. Je pense que c'était la grosse surprise horrifique de 2012. Parce que c'est un film qui ne laisse pas indifférent, soit on l'adore, soit on le déteste en général. Car si le film commence comme un slasher tout à fait banal, tout à fait classique, comme on en a déjà vu des centaines et des centaines, avec une bande de jeunes complètement clichés qui décident de partir en week-end donc dans une cabane dans les bois pour fumer de la weed et baiser parce qu'ils ont réussi leurs examens ou parce que l'année est terminée, je me souviens plus exactement. C'est hyper cliché au départ et tout d'un coup on part dans un délire complètement méta où on critique ouvertement et de façon assez ironique et satirique le film d'horreur, le cinéma d'horreur et surtout les spectateurs du cinéma de genre. On va vraiment proposer une critique de tout ça mais qui est hyper intéressante, qui est hyper vraie, qui va être quel est le rapport du spectateur par rapport au film d'horreur qu'il va voir au cinéma. Qu'est-ce qu'il attend d'un film d'horreur au cinéma? Est-ce qu'il attend que les personnages soient bien construits, qui répondent à des clichés bien précis?
Est-ce qu'il attend des monstres? Est-ce qu'il attend du gore? Est-ce qu'il attend du sang? Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi je sais que j'avais adoré ce film quand j'étais allée le voir au cinéma, mais ça m'avait... j'étais hyper enthousiaste quand j'étais sortie de là. Et je me souviens que ça n'avait vraiment pas fait l'unanimité avec la bande d'amis avec qui j'étais. Et je pense que ceux qui vont vraiment kiffer La cabane dans les bois, ça va vraiment être les fans de films d'horreur qui peut-être connaissent voilà, tous les films de base, j'ai envie de dire, notamment tout ce qui est slasher, tout ce qui est nouvelle vague de films d'horreur aussi qu'on a eu à un moment. Franchement, c'est La cabane dans les bois, pour moi c'est vraiment un film culte à voir absolument, qui offre une super bonne critique du cinéma de genre et de ses spectateurs. Ça mérite vraiment le détour, ne serait-ce que pour le bestiaire du film, ça vaut le détour. En 7ème position, j'ai mis Ça chapitre 1 de Andy Muschietti qui est sorti en 2017. Ça chapitre 1, c'est un film dont on a entendu parler pendant très longtemps avant qu'il se mette en place, avant qu'il se mette en route et qu'il sorte. Parce qu'à la base, c'était le réalisateur et scénariste Cary Fukunaga qui devait réaliser ce film-là. C'est lui qui a écrit le scénario et les 2 chapitres sont basés sur son scénario. Il a eu des désaccords avec la maison de production qui ne lui accordait pas assez de budget, notamment pour les effets spéciaux il me semble, et qui hésitait encore à faire le film en 2 parties. Et Cary Fukunaga voilà, a pas du tout accepté les conditions de la maison de production, il est parti et en même temps que lui est parti l'acteur qu'il avait choisi pour incarner Pennywise qui était Will Poulter. Et d'un coup le projet s'est remis en marche, c'était Andy Muschietti donc, qui le reprenait, qu'on connaissait avec le film Mama qu'il avait dirigé sous la houlette de Guillermo del Toro. Et d'un coup le film il s'est lancé et pour moi le chapitre 1 était à la hauteur des espérances qu'on pouvait avoir pour ce film là. C'est un film qui est très sincère, qui est très réaliste, qui est très fidèle au roman de Stephen King, même s'il y a des changements que personnellement je trouve tout à fait acceptables, comme le fait de placer le passé dans les années 80 plutôt que dans les années 50 ou 60, parce que ça me paraît tout à fait légitime qu'un réalisateur qui a grandi dans ces années-là, ça lui parle plus, il est forcément plus nostalgique des années 80 que des années 60 qu'il n'aura pas connu. Donc j'ai trouvé ça hyper sincère dans la démarche, du coup c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et c'est un film qui n'a pour moi que des avantages, c'est-à-dire qu'on a une belle réalisation, on a un très bon scénario. Le casting des losers il est parfait, les gamins ils sont géniaux dans ce film-là, ils incarnent tous à merveille leurs personnages. Le club des losers est vraiment parfait. La grosse réussite de ce film-là, c'est également le choix de Bill Skarsgård dans le rôle de Pennywise, qui est génial, il n'y a rien à redire dessus. Donc voilà. C'est un gros film des années 2010, c'est un film qu'on a énormément attendu, qui je trouve n'a pas déçu, qui a des scènes en plus qui sont hyper marquantes. Je trouve que la scène par exemple du vidéoprojecteur, tout le monde s'en souvient, on est d'accord, je pense que c'est une scène qui restera très présente dans les esprits. Après personnellement je n'ai pas aimé le chapitre 2, j'ai été énormément déçue parce que j'ai pas retrouvé voilà cet amour que j'avais dans le premier, je l'ai pas retrouvé dans le deuxième. Mais en tout cas, le chapitre 1, voilà, c'est un film marquant des dernières années et c'est un film que personnellement, en tout cas, je revois toujours avec grand plaisir. En 6ème position, The Witch de Robert Eggers qui est sorti en 2016. C'est sa première réalisation, c'est également le premier grand rôle de Anya Taylor-Joy qui n'avait fait qu'un petit rôle, il me semble, dans un film précédemment. C'est une claque magistrale, The Witch. C'est l'histoire d'une famille un peu trop fervente, religieusement parlant, au XVIIe siècle, en Nouvelle-Angleterre, qui se retrouve en fait exilés de sa communauté parce que voilà, ils sont trop extrémistes. Ils trouvent refuge aux abords d'une forêt dans laquelle vivrait une sorcière. Et une espèce de paranoïa va commencer à embrumer les esprits en fait des membres de cette famille-là. Et le personnage qui est joué par Anya Taylor-Joy, qui s'appelle Thomasine, va être un peu va cristalliser en fait toute la paranoïa des autres, toutes leurs envies, tous leurs péchés, si bien qu'on va se dire que c'est elle la sorcière. C'est un film tellement fou, tellement beau surtout. Voilà, pour moi ça fait partie de ces films d'horreur qu'on a eu ces quelques dernières années, qui offrent des visuels mais parfaits, qui sont des films avec une atmosphère incroyable, où l'esthétisme il est travaillé mais dans le moindre détail. The Witch c'est une merveille, ne serait-ce que visuellement parlant, il est époustouflant. Mais en plus voilà, de ça, l'histoire elle est très intrigante. Ça fait quand même assez peur parce que c'est tellement mystérieux en fait qu'on se retrouve plongé nous aussi dans cette espèce de paranoïa qui touche la famille. On se met à douter des autres, il y a des scènes tellement folles.
pour moi ce film, mais c'est une vraie réussite, mais ne serait-ce que voilà, que pour la réalisation, c'est tellement beau, pour l'histoire, pour l'interprétation des personnages, tout. Après même c'est un film qui est hyper bien travaillé, ne serait-ce que pour les décors, les costumes, c'est magnifique. The Witch, c'est vraiment un film qui pour moi fait partie des films cultes de ces dernières années en tout cas. En 5e position, Hérédité de Ari Aster qui est sorti en 2018. Donc c'est Ari Aster, il a réalisé 2 films et ces 2 films se retrouvent dans ce top 10 des années 2010. Je trouve ça assez fou. Déjà je trouve ça assez dingue qu'en 2 ans il nous ait proposé 2 films aussi malades. Alors Hérédité, c'est l'histoire d'une famille qui est hantée par de vieux démons, on va dire, suite au décès de la grand-mère de la famille. C'est un film qui a pris ses spectateurs complètement à revers, je pense, en nous proposant une bande-annonce qui n'avait strictement rien à voir, pour moi, avec l'histoire du film. Ce qui fait que, en salle, on se retrouvait en terrain complètement inconnu, on ne savait pas du tout où le film allait nous mener. C'était une énorme surprise, c'était une énorme claque. C'est un film qui est hyper angoissant, qui est hyper anxiogène, qui traite, comme Midsommar, du drame familial. En fait, à chaque fois, les films d'Ari Aster, j'ai l'impression que ce ne sont pas des films d'horreur, ce sont des drames horrifiques qui traitent encore une fois du deuil, de la famille, du poids de l'héritage, du poids du passé qu'une famille en fait peut subir. Voilà, est-ce que ce que nos ancêtres ou même nos aïeux ont fait peut jouer sur notre présent, même si nous on n'y est pour rien. C'est un film qui est hyper complexe, qui est vraiment brillant. Déjà on a un casting fabuleux avec en tête Toni Collette qui est une actrice que personnellement j'adore, mais plus que tout au monde. C'est un film qui est magistral dans son genre et pour une première réalisation c'est vraiment fou. Franchement j'attends avec impatience le 3e film d'Ari Aster. Alors il peut prendre son temps, il n'est pas obligé de nous faire un film par an, mais j'attends avec impatience sa prochaine réalisation parce qu'entre Hérédité en 2018 et Midsommar en 2019, le mec a explosé le cinéma de genre quoi. Pour moi c'est l'horreur que j'attends au cinéma, c'est de l'horreur adulte, qui s'adresse à un public adulte et pas à un public adolescent. Peut-être parce que maintenant je suis vieille aussi et que du coup j'ai plus envie de voir un film avec des ados. Mais toujours est-il que c'est pour moi vraiment un nouveau genre du cinéma d'horreur. Et Ari Aster, voilà, il fait partie de ces réalisateurs-là en tout cas. En 4e position, It Follows de David Robert Mitchell qui est sorti en 2015. C'est un véritable ovni en matière d'horreur, encore une fois. On a des films très particuliers dans ce top-là, je trouve. C'est l'histoire de Jay qui commence à découvrir sa sexualité, qui connaît ses premiers émois amoureux et qui se retrouve victime d'une malédiction qui est sexuellement transmissible, qui fait qu'une fois le rapport consommé, il y a une espèce d'entité qui se met à vous suivre jusqu'à la mort, à moins de transmettre à votre tour cette malédiction sexuellement transmissible en tout cas. Ce film est fou. Alors, il est très cauchemardesque, mais c'est vraiment la vision du réalisateur. Parce que si au premier abord on pourrait croire que It Follows c'est une espèce de campagne de prévention pour les rapports non protégés ou pour les rapports avant le mariage ou quelque chose comme ça, le réalisateur s'en défend totalement et dit non, ça n'a rien à voir avec ça. It Follows, c'est inspiré des cauchemars du réalisateur et voilà, il le dit lui-même, un cauchemar n'est pas censé avoir de sens, ni de logique, ni d'interprétation. Et It Follows, c'est exactement ça, c'est un long cauchemar dans lequel on déambule. On ne sait pas vraiment qui est qui, on ne sait pas si on peut faire confiance au personnage qu'on croise, l'entité peut prendre l'apparence qu'elle veut. Donc quelqu'un que vous connaissez, ça peut très bien être la malédiction qui a pris la forme de cette personne-là. Ce film, le terme de cauchemar lui correspond très très bien et le film vous hante jusqu'à la fin parce que jusqu'à la dernière image, le doute subsiste toujours et je trouve que c'est hyper bien mené. Encore une fois, c'est un film avec un esthétisme incroyable. Ici, on a aussi une musique qui est assez époustouflante, qui est très inspirée du travail de John Carpenter et de Goblin pour Dario Argento. Voilà, pour moi, ça fait partie également de cette nouvelle vague de films d'horreur en tout cas. En 3e position, la 2e femme du top, c'est Mr Babadook de Jennifer Kent qui est sorti en 2014. C'est encore une fois un drame horrifique. Je vous jure que ce top, mais c'est que des merveilles à voir absolument. Mr Babadook, c'est l'histoire d'une femme
qui élève seule son enfant suite au décès de son mari et qui en veut à son enfant de la mort de son mari. Elle lui en veut, mais elle essaye quand même de vaincre ses démons et son gamin devient de plus en plus envahissant dans sa vie, il la hante d'une certaine façon et elle est hyper sous pression. Moi en tant que mère c'est un film que j'ai du mal à regarder du coup parce que je le trouve vraiment trop oppressant. Jusqu'au jour où cette mère de famille elle va trouver un livre assez mystérieux dans la chambre de son fils qui s'appelle donc The Babadook. Elle lui lit cette histoire et il y a une espèce de monstre qui va se matérialiser. C'est l'incarnation même du croque-mitaine hein, bien sûr, mais encore une fois c'est un film sur le deuil, c'est un film sur la maternité mais qui est quand même hyper dur parce que c'est l'histoire de cette femme qui essaye de survivre déjà, de base elle essaye juste de survivre cette pauvre femme et elle essaye de vivre avec ce gamin à qui elle en veut même si elle sait que c'est pas de sa faute mais elle peut pas s'empêcher de rejeter la faute sur lui. C'est un thème qui est hyper difficile qui est abordé dans ce film là. Je pense que voilà le fait que ce soit une femme qui l'ait réalisé ça ajoute beaucoup à l'histoire du film. Je pense que c'est traité peut-être avec plus de subtilité, de délicatesse en tout cas, mais c'est un sujet qui est hyper difficile à traiter et ça donne un film tellement angoissant, tellement anxiogène. Personnellement c'est vraiment un film que j'ai du mal à regarder parce que ce film m'étouffe totalement en fait quand je regarde ce film, mais je me sens vraiment pas bien physiquement parlant. Je suis tellement sous pression de ce gamin qui est hyper envahissant. C'est horrible. Personnellement j'ai vraiment du mal à regarder ce film là, j'ai dû le voir juste 2 fois mais c'est une merveille. Quand vous arrivez à la fin du film, que vous comprenez tout le film, que vous comprenez tous les enjeux, toutes les figures du film, c'est une vraie merveille. En deuxième position, une des surprises de 2018, Sans un bruit de John Krasinski, qui a fait le pari audacieux de nous proposer un film quasiment entièrement silencieux. Et si vous avez eu la chance, comme moi, de le découvrir en salle avec des spectateurs respectueux du film, c'était une expérience complètement dingue de vivre ce film dans une salle silencieuse. Un film silencieux où personne ne parle, il n'y a pas un bruit, personne n'osait respirer dans la salle. C'était génial. C'est l'histoire d'une famille en 2020 qui essaye de survivre malgré une invasion extraterrestre donc qui a décimé quasiment l'entièreté de la population. Et ils sont obligés de vivre complètement isolés et surtout en silence parce que ces extraterrestres là sont hyper sensibles au son et en fait ils vous captent au moindre bruit que vous puissiez faire. Et ils essayent voilà, donc de survivre coûte que coûte, d'avoir une famille, d'essayer de vivre plus ou moins normalement. Et c'est un film tellement surprenant en fait. C'est déjà bon, visuellement il est quand même très beau. Moi j'ai bien aimé les créatures extraterrestres, je trouvais qu'elles étaient bien faites en tout cas, j'ai bien aimé le design et j'ai beaucoup aimé voilà cette idée là. Comment essayer de mener une vie de famille en étant dans un milieu hyper hostile dans lequel l'humain n'est plus du tout le bienvenu et encore moins une petite famille heureuse ni rien. C'est un pari hyper audacieux qu'il a fait John Krasinski et voilà, il l'a mis en scène avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour ce film là et il n'a pas hésité voilà, à placer son épouse du coup dans le film. Et dans la vraie vie, Emily Blunt en héroïne hyper badass. D'ailleurs ça lui va très très bien, je la préfère dans ces films là plutôt que dans Mary Poppins par exemple. Voilà, ce film c'est une vraie expérience immersive. Ça crée un vrai sentiment de malaise mais en même temps ça crée un vrai sentiment de proximité avec les héros du film. Le fait d'être aussi silencieux qu'eux, on en vient presque à ne pas oser tousser, ne pas oser respirer trop fort ni rien. Et ça crée un climat qui est hyper particulier quand vous pouvez regarder le film dans de très bonnes conditions. En première position de ce top, je suis sûre que vous avez une petite idée du film qui s'y trouve en tout cas. On a parlé de nouvelles vagues de cinéma d'horreur, on a parlé d'un nouveau genre, on a parlé de plein de nouveaux réalisateurs qui faisaient leur premier pas dans le cinéma de genre. Et la première place, elle est pour Get Out de Jordan Peele qui est sorti en 2017 et qui a été une énorme surprise je pense pour tout le monde. Déjà à la base Jordan Peele c'est un acteur comique américain, il débarque dans les salles obscures avec un premier long métrage horrifique, complètement hallucinant, dans lequel on suit l'histoire de Chris et Rose qui est un couple mixte qui s'apprête à passer le week-end chez les parents de Rose pour la première fois. Voilà, Chris va enfin rencontrer ses beaux-parents, il a beaucoup d'appréhension parce que Rose leur a pas précisé que son petit ami était noir alors qu'elle est issue d'une famille blanche.
Mais finalement il se trouve être très bien accueilli dans la famille Armitage. Même si le frère est plutôt bizarre, il est bien accueilli. Le week-end se passe plutôt bien jusqu'au moment où des dizaines d'invités se mettent à débarquer chez les parents. Et ils semblent tous avoir un comportement plutôt bizarre avec les invités noirs. Get Out, c'est un thriller horrifique, psychologique, qui est teinté de comédie noire, de critique sociale, bien entendu. Jordan Peele en général, il y va pas avec le dos de la cuillère. Et ce film, il nous emmène dans une spirale, mais troublante, effrayante, qui prête à rire à certains moments, mais qui nous emmène surtout en terrain inconnu. Franchement, est-ce que vous, ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se doutait de la fin, vraiment du vrai dénouement de l'histoire, avant d'aller voir le film? Personnellement, je me souviens que malheureusement je l'ai raté en salle, ce film-là. J'avais vu la bande-annonce qui m'avait énormément plu, mais la première fois que j'ai vu Get Out, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Et à aucun moment je ne me serais douté du dénouement de l'histoire. Ce film est complètement fou. Franchement, son deuxième film, Us, qui est sorti en 2019, était aussi un film complètement fou. J'aurais pu aussi le mettre dans ce classement-là. Mais Get Out, pour moi, il est tellement marquant. Pour moi, c'est vraiment le film d'horreur de ces dernières années. Pour moi, ça serait Get Out et Midsommar. Pour moi, Get Out, c'est vraiment, mais vraiment le film marquant de ces dernières années, même tout genre confondu, j'ai envie de dire, parce que il nous emmène tellement loin, Jordan Peele, avec ce film-là. Il fait tellement de petites critiques sous le vernis. Puis il y a tout cet esprit thriller, comédie, horreur qui se mélange. C'est complètement fou. Et pour la petite anecdote, j'ai trouvé ça hyper intéressant de le noter. Get Out, donc il a reçu l'Oscar du meilleur scénario original en 2018. Jordan Peele, c'est le premier afro-américain qui reçoit cette récompense. Et il est également le premier afro-américain à être nommé en tant que réalisateur, producteur et scénariste la même année pour les Oscars. Donc voilà, en plus de nous offrir un film mémorable, en plus voilà, Jordan Peele, il aura peut-être fait bouger un petit peu les standards du cinéma américain, en tout cas je lui souhaite largement. Voilà, ce top 10 des années 2010 est fini. J'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'on va pas forcément être tous d'accord, parce que voilà, encore une fois, un top c'est toujours très très subjectif, même si voilà, je me suis basée sur plusieurs données pour le réaliser. Maintenant, dans les commentaires, dites-moi vous, quels sont vos films d'horreur préférés sur les années 2010. Peut-être pas 10, peut-être que vous n'arriverez pas à m'en donner 10 ou peut-être plus, mais en tout cas je suis hyper curieuse de savoir voilà, quels sont les films qui vous ont le plus marqué sur ces 10 dernières années. J'espère que ce top vous aura plu. S'il y a des films de ce top que vous n'avez pas vu, je vous encourage vivement à les regarder. Voilà, au moins ça vous fait 10 films pour vous faire une petite Blu-ray Tech ou DVD Tech là, pour les années 2010. 10 films à avoir absolument chez soi. Mais voilà, franchement, moi c'est 10 films que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très marquants en tout cas. Il y en a beaucoup que j'ai raté au cinéma malheureusement, que j'aurais adoré découvrir en salle. Voilà, j'espère en tout cas que les 10 prochaines années nous offriront encore de très bons films. Et puis voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça, quels sont vos films favoris de la décennie. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!